Another Martin now, un autre Martin, et pas des moindres puisqu'il préside le Conseil national, c'est compliqué à dire, le Conseil national de la recherche du Fonds national suisse, et il présidera très bientôt le PFL. C'est un plaisir de l'accueillir sur scène. Je vous demande d'applaudir très fort. C'est une des premières fois qu'il s'exprime devant un large public avec cette nouvelle casquette, Monsieur Martin Wetterli. On apprête le micro. Bonsoir. Il faudra d'abord un appareil Logitech, c'est la chose la plus importante. Merci Daniel. Alors, la première chose, je ne suis pas Patrick Abichère. Et je ne suis pas fribourgeois, c'est ça que je veux insister. Je suis neuchâtelois en fait. Et donc c'est un réel plaisir d'être ici même, où j'ai fait mes études, où j'ai profité d'un système de scolarité d'une excellente qualité, de niveau mondial, que j'ai pu faire mon gymnase là juste à côté, que j'ai pu faire des études en Suisse, etc. Et comme nous avons des politiciens parmi nous, j'aimerais remercier les politiques, parce qu'on oublie que si on a besoin de talent en Suisse, on a d'abord besoin d'une formation de qualité, et ça commence tout petit dans les écoles, le système public suisse qui est fabuleusement bon. J'aimerais vous remercier. Alors, le métier que je fais, c'est celui-là. C'est une image que j'ai vue quand j'étais justement élève, quelque part ici, dans le canton de Neuchâtel. C'est dans un livre de Flammarion sur la vulgarisation de l'astrophysique. Et puis, cette image m'a marqué et me marque encore parce qu'on voit ce que c'est un chercheur. Un chercheur sort du domaine connu, donc ça c'est la sphère qui était connue, passe à travers la sphère céleste, essaye d'aller voir ce qu'il y a au-delà. Et ça, c'est le métier de chercheur. Et ce métier-là, c'est le plus beau métier. C'est aussi un métier qui n'est pas toujours facile, mais de nouveau, qu'on peut faire en Suisse au meilleur niveau mondial. Donc vous m'aurez compris, je suis dans la gratitude d'avoir grandi en Suisse, d'avoir pu profiter d'un système qui est fabuleux. Mais de fait, j'ai grandi à Cortaillot, okay, et j'ai fait les vendages à Cortaillot comme Daniel Borel. Okay, je n'ai pas aussi bien réussi que lui, manifestement, mais nos origines sont très communes. Il s'agit de l'autre chose que j'aimerais remercier. Pourquoi on est ici à Neuchâtel? Parce que c'est un endroit fabuleux. Et puis, on n'est pas dans, je ne sais pas quoi, l'Arkansas ou un trou perdu du Midwest américain. On est dans une région qui est fantastique, qui permet de recruter du talent du monde entier, comme on le fait à l'EPFL. Alors oui, de Cortaillot, j'étais à l'EPFL. J'ai travaillé sur un truc, c'est intéressant. En anglais, ça s'appelle Digital Signal Processing. Donc, quand Johann Schneiderman nous a tous invités à Berne pour nous expliquer que la digitalisation, c'était vraiment quelque chose d'important, je me suis dit, tiens, ça fait 30 ans que j'y travaille, donc je suis content. Finalement, quelqu'un a remarqué que c'est important. Donc, l'autre interprétation, c'est que je n'avais pas très bien travaillé, puisque ça avait pris 30 ans pour arriver à Berne. Non. Donc la digitalisation, c'est dans toutes les bouches, c'est fabuleux, je suis très content. Mais je vais expliquer que c'est un peu plus compliqué. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de mon homonyme Martin. Mais je prendrai un point de vue un peu différent. Cette image ici, vous voyez le laser, etc. J'aimerais simplement rappeler que tous les gadgets que nous utilisons aujourd'hui, ça a été en grande partie inventé à un endroit qui n'existe essentiellement plus, qui s'appelle les Bell Laboratories. Les Bell Laboratories dans le New Jersey, c'était un endroit qui avait été financé par le monopole des télécommunications. Alors, de nos jours, c'est très mauvais d'avoir des monopoles, mais à l'époque, AT&T avait un monopole, avait un laboratoire de recherche fabuleux, avec des prix Nobel qui se promenaient dans les corridors, qui inventaient le laser, qui ont inventé la théorie de l'information, qui est la base de la communication digitale, qui ont inventé la tomographie, qui est utilisée en médecine, et j'en passe, c'est des meilleurs. Okay, et donc, quelque part, une fois, quelqu'un a dû faire the hard work. Okay, donc, c'est très bien. Ensuite, on se connaît depuis longtemps avec Daniel. Donc, farmers and cooks, right? Il faut des farmers. Okay? Et les farmers, ils se trouvent, par exemple, dans les instituts de recherche. Ils se trouvent, par exemple, au CSEM.
Donc Neuchâtel, c'est au cœur de beaucoup de collaborations, c'est aussi au cœur de collaborations importantes pour l'EPFL. Le CSEM, c'est un partenaire privilégié que je connais très bien. Mario El-Khoury fait un super boulot d'innovation au meilleur niveau et d'interaction avec le tissu économique local et bien au-delà en fait, du tissu local. Donc ça aussi, c'est une chance pour la place de Neuchâtel. Maintenant, l'EPFL est présente à Neuchâtel, ça vous le savez, avec Microcity. Elle est aussi présente à Genève, au Valais et dans le canton de Fribourg. Et elle est surtout présente dans le canton de Vaud. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le canton de Vaud, et il n'y a pas de politicien vaudois dans la salle, donc je peux le dire, il pense, l'EPFL est à Lausanne, elle ne va pas bouger, donc on n'a pas besoin de se bouger pour l'EPFL. Okay? Please note. Okay? Et ce qui est intéressant, parce que de fait, l'ETH est à Zurich, et je peux vous dire, le gouvernement zurichois se bouge beaucoup pour l'ETH de Zurich. C'est nos collègues, mais on est dans une friendly competition. Par exemple, je prends l'exemple du Swiss Innovation Park, dont vous avez peut-être entendu parler, où le ministre de l'économie et président du gouvernement neuchâtelois est très impliqué. C'est un dossier où nous devons absolument allier nos forces, parce qu'autrement, on ne va pas y arriver. Et ça va être une histoire complètement zuricho-zurichoise. OK. Alors, l'EPFL est présente partout, et ça a déjà été mentionné dans l'éducation online, entre autres grâce au sponsoring de Daniel Borel, que je remercie ici. C'est un de nos grands supporters à l'EPFL, en plus d'être un alumni. Ça, c'est juste une image qui montre, il y a un petit point pour chaque étudiant en ligne qui s'est enregistré à l'EPFL une fois. Ça représente 1,4 million, donc c'est pas mal. Dans le genre Big Data, c'est super intéressant. Et c'est je pense, une des histoires qui est intéressante pour l'EPFL dans le positionnement mondial, aussi de faire du branding et de l'éducation de qualité, on peut se permettre de la donner gratuitement au monde, parce que, de nouveau, ici en Suisse, nous avons le support, le contrat social avec le citoyen et le contribuable pour faire de l'éducation au meilleur niveau mondial. OK. Un autre résultat qu'il ne faut pas oublier, c'est que on parle du Parc suisse de l'innovation. Moi, j'appelle ça the Swiss Innovation Valley, parce qu'en fait, nous avons toute une série d'universités qui sont exceptionnellement bonnes, et nous avons donc un tissu de recherche et d'innovation qui est très, très intéressant. Mais il y a des nuages sur l'horizon. Mario en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, de temps en temps, j'adore la démocratie directe, c'est pour ça que je suis rentré en Suisse. Je ne crois pas tellement au système électoral américain, vous pouvez deviner pourquoi. Mais de temps en temps, il y a comme ça des outliers, et c'est vrai que le 9 février 2014 restera comme une journée noire pour la recherche, et peut-être pas que pour la recherche. Et vous savez que là, il y a une décision politique qui doit se faire avant la fin de l'année, et je pense que si on ne prend pas les bonnes décisions, je m'excuse d'insister lourdement, mais on va avoir beaucoup de problèmes, certainement dans la recherche, mais aussi dans l'innovation, dans le recrutement de talents international pour la Suisse. Donc faisons attention, quand on fait les apprentis sorciers, ne jouons pas trop avec le feu. Alors, du côté de l'EPFL, les gens me demandent qu'est-ce que vous allez faire. On va faire du Andy Warhol, on va faire des choses qui sont importantes sur le campus, pour le métier des chercheurs. J'avais commencé en disant, mon premier métier, c'est chercheur. Le métier du chercheur est transformé. Il est transformé, en fait, comme l'industrie est transformée par la révolution 4.0. Le métier de chercheur est transformé par l'Internet, par le fait que les données peuvent être partagées. On en a entendu parler avec Celgene. Si vous investissez des sommes gigantesques dans le développement de médicaments, puis de tests cliniques, vous devez être sûr qu'en fait, la recherche que vous faites est une recherche qui est reproducible. Alors j'ai un slide ici que je ne vais pas vous commenter, mais on peut faire ça à l'apéro. Donc c'est quelqu'un a étudié tous les papiers qui sont publiés sur le risque de cancer lié aux différents aliments. Et vous trouvez des papiers qui vous expliquent que, en fait, manger du porc, c'est très bien, ça vous protège du cancer. Vous trouvez des papiers qui vous disent, vous mangez trop de porc, vous allez avoir du cancer. Donc, ça veut dire qu'il y a des centaines de publications qui sortent, mais en fait, à la fin de la journée, on n'est pas sûr du résultat scientifique. Et ça, je pense que c'est le plus grand défi pour la science aujourd'hui, et pratiquement dans tous les domaines. Et je pense que là, on va voir que cette révolution 4.0 sur les campus universitaires, dans les instituts de recherche, va augmenter la qualité de la science, et ça, c'est à nous, les chercheurs, de réaliser cette révolution-là.
OK. Alors maintenant, j'ai un petit peu parlé des défis qu'on a devant nous. Et les défis, évidemment, c'est comment devons-nous éduquer nos chères têtes blondes? Ça a quand même pas mal bougé depuis l'époque où j'étais au ce qui s'appelle maintenant le lycée Denis de Rougemont. Qu'est-ce qu'il faut faire comme recherche? Dans quel domaine clé devons-nous investir? Où devons-nous recruter les chercheurs, les professeurs? Et comment est-ce que nous travaillons avec l'éducation online? Et ça, c'est le sujet de l'ubérisation de l'université. Alors, je vais couvrir juste quelques-uns de ces pas. Mais je commence, on avait une image tout à l'heure de quels sont les défis. Donc, digitalisation et industrie 4.0. J'ai fait faire cette petite illustration ici pour faire un clin d'œil. Donc, tout le monde en parle. Ce n'est pas très clair si les gens ont une vue très précise de ce que c'est. Parce que finalement, c'est un domaine technologique en ébullition dont les fondements technologiques, justement, sont très, très complexes. C'est les fondements de l'industrie de l'informatique. L'industrie de l'informatique est totalement dominée par les États-Unis. Malheureusement, l'Europe a pris beaucoup de retard, la Suisse un peu moins, mais on est en retard. Et on l'a déjà entendu plusieurs fois, le big data, l'intelligence artificielle, c'est essentiellement un jeu qui est joué par les Américains. Je viendrai à un exemple où l'Europe avait très bien joué, mais vous verrez que ça finit quand même mal. Mais tout de même, j'aimerais rappeler aux Neuchâtelois que la révolution industrielle 4.0, elle a commencé ici même, dans le canton de Neuchâtel, parce que le premier robot programmable du monde, c'est l'automate Jacques Edro. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir des démonstrations au musée d'art et d'histoire, ici même, à la rue des Beaux-Arts. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, parce que c'est un robot programmable. Et j'ai déjà vu des scientifiques américains du domaine de l'informatique venir en Suisse. Et quand on leur a dit, vous pouvez aller voir le CERN ou l'ETH ou les PFL, ils ont dit non, 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 on veut venir à Neuchâtel voir les automates Jacques Edro. True story. OK. Alors, une autre chose qu'on a inventée en Suisse, c'est évidemment, je parlais du CERN, c'est le World Wide Web. Okay, inventé au CERN il y a plus de 25 ans, idée géniale, mais dont l'utilisation, en particulier commerciale, a complètement migré aux États-Unis. Donc ça, c'est un des paradoxes, je dirais, de l'innovation en Europe, mais aussi en Suisse, c'est qu'on invente les trucs et on ne sait pas en développer des business models. Les Américains sont très bons pour attirer le talent chez eux, okay, pour inventer ou importer les bonnes idées et pour développer les business models qui leur permettent de dominer des pans entiers de l'industrie, en particulier informatique. OK, alors j'ai juste passé 1 minute, je crois que j'ai 1 minute encore, avant de conclure, sur l'intelligence artificielle. On en a entendu parler, mais j'aimerais simplement dire que même moi, qui suis relativement proche du domaine, je suis extrêmement surpris à la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle a fait des progrès. Ça, c'est Kasparov qui perd contre Deep Blue. L'année, c'est 1997. Et IBM avait programmé un superordinateur pour jouer aux échecs. Alors ça, quelque part, ça a surpris personne, parce que vous pouvez prendre un livre qui vous explique comment jouer aux échecs, vous en écrivez un programme, si vous avez une babasse suffisamment grande, un jour, vous allez battre le champion du monde. Okay. 2006, ça c'était déjà plus difficile. Deep Blue, une autre machine d'IBM, a gagné un jeu télévisé qui s'appelle Jeopardy, qui est un jeu assez complexe. On pensait qu'il n'y avait que des humains qui arrivent à comprendre comment jouer ce jeu-là, parce qu'il faut reconnaître le sens de phrases assez alambiquées, etc. Well, same story. Watson, pardon. Watson a battu les 2 champions en titre là, de ce jeu télévisé américain. So far, so good. Je me suis dit, bon, ça, j'arrive encore à voir que c'était faisable. Ce qui m'a vraiment surpris, et ce qui a surpris la plupart des gens dans le domaine informatique et de l'intelligence artificielle, c'est qu'une entreprise à Londres, DeepMind, au début 2015, a dit, tiens, on va prendre un programme générique d'apprentissage automatique, machine learning, et puis on va laisser cette machine ou ce programme apprendre à jouer au Go. Alors le Go est beaucoup plus subtil et difficile, je m'excuse pour les joueurs d'échecs, mais c'est un jeu qui est beaucoup plus intuitif que le jeu d'échecs, et de ce fait, les gens pensaient qu'il n'y aurait pas de programme qui battrait le champion du monde de Go dans un horizon de 20 ans ou comme ça.
Dans ce cas-là, ce qui est vraiment, vraiment surprenant, c'est qu'ils n'ont pas programmé une machine pour jouer au Go. Ils ont pris un programme générique, ils lui ont montré des parties de Go jouées par des champions. La machine a appris comment jouer au Go. Ensuite, la machine a joué contre elle-même des millions de parties. Et ensuite, ils ont joué contre le champion du monde en titre, qui est coréen, désolé pour la Corée et Samsung. Et DeepMind, avec AlphaGo, a battu 4-1 le champion du monde en titre de Go. Et ça, il y a deux choses à tirer de ça. C'est que si vous pouvez apprendre à une machine en une année à jouer au Go, il y a des machines qui vont remplacer beaucoup de jobs qui actuellement existent et qui sont à disposition de gens qui ont une très bonne formation, mais qui sont des jobs de type répétitif. Et ça, je pense, ça pose un problème de société. C'est un problème de société où il y a des gens qui se font beaucoup de soucis sur la structure sociale des types d'emplois qui seront à disposition. Il y a des gens qui sont très optimistes. Il y a toujours les deux camps. Moi, je pense que ça, c'est le vrai défi pour un pays comme la Suisse, c'est de comprendre comment, quand il y a des révolutions pareilles, d'un point de vue technologique, qui ont des impacts sociétaux extrêmement profonds, comment la Suisse va jouer dans la Ligue des grands. OK. Alors nous, à l'EPFL, avec nos collègues de l'ETH, on a lancé un projet sur le data science. Ça, c'est une histoire qui marche, qui sera à disposition de tous les chercheurs en Suisse et plus largement, en fait, à l'industrie en Suisse. Ça, c'est une très bonne opération. Je vais peut-être passer par-dessus, je suis un peu en retard. Il y a une initiative qui est aussi liée au Big Data qui s'appelle Health 2030, qui est liée à la médecine de précision ou la santé personnalisée, un sujet extrêmement important où je pense qu'on peut jouer, la Suisse, là, à toute une série de gages de qualité, par exemple sur comment les cohortes sont organisées, sur le fait que les données sont très très sensibles, etc. Donc ça, c'est un très beau projet. Mais là, j'aimerais simplement dire, ce à quoi il faut faire attention, c'est que nos collègues américains, ils sont toujours extrêmement forts pour identifier où est la marge intéressante dans le business. Donc ils vont, par exemple, dans le cas de la santé, Google a lancé une entreprise qui s'appelle Calico, avec un starting capital de 2 milliards, okay, ce qui est pas mal pour une start-up, et où ils prennent les données que vous pouvez leur mettre à disposition et ils vont générer, bien sûr, le know-how, le savoir-faire pour vous donner des conseils sur votre médecine personnalisée. Il y a une entreprise proche de l'EPFL qui s'appelle Sophia Genetics qui fait aussi ça. Et tout ça pourrait conduire à ce que j'appelle l'ubérisation de la santé, c'est-à-dire que ce qui est dur à faire, s'occuper des patients, aller dans les laboratoires, etc., ce qui coûte cher et tout, il est fait ici et la partie juteuse, elle est faite par des entreprises qui prennent simplement les données et nous revendent les résultats. Il y a un autre domaine où je me fais du souci, je vais être très honnête, c'est le domaine des services financiers. Les services financiers vont être complètement transformés. Vous avez une technologie qui s'appelle blockchain, elle est encore au balbutiement, mais elle pourrait potentiellement avoir un impact aussi grand que l'Internet l'a eu, par exemple, sur les médias. Donc il y a des sujets comme ça où il faut qu'on fasse attention. Et là, je vais peut-être simplement conclure en disant ce qu'on doit apprendre en Suisse, c'est qu'on sait faire de l'innovation, mais il y a une chose qu'on n'a pas compris, c'est que dans l'industrie 4.0, dans les nouveaux produits, dans les plateformes, l'ADN, c'est le software. L'ADN, ce n'est pas la physique, ce n'est pas mechanical engineering, ce n'est pas toutes ces belles choses qu'on sait faire très bien. Au centre de tous ces nouveaux produits, il y a du software. Et là, il faut vraiment qu'on rattrape notre savoir-faire. C'est aussi, bien sûr, le défi pour les écoles polytechniques. On a peut-être 200 informaticiens qui sortent par année. On en a besoin, je pense, de 10 fois plus par année en Suisse. Mais aussi dans la société au sens plus large, il faut qu'il y ait une compréhension que ce que j'appelle algorithmic thinking, c'est-à-dire de penser que les problèmes qu'on doit résoudre peuvent être résolus par un ordinateur ou par un robot, ceci doit vraiment faire partie de notre conscience de comment le 21e siècle va fonctionner. Je vous remercie pour votre attention. Alain Janet, je vous livre ce grand homme. Un grand homme qui vient de Cortaillot. Et je révèle un petit secret, qui a fait ses études juste à côté, son gymnase, et qui est aussi un excellent bassiste. Il était bassiste dans un groupe de rock ici à Neuchâtel, et un excellent guitariste de jazz. Voilà.
Malheureusement, il n'a pas pris sa guitare ce soir, mais bon, c'est pas pour ça qu'on l'a invité. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on a tendance à se tromper de film. Dans la première partie de la soirée, au fond, on était en train de, même si les chiffres ne sont pas très réjouissants, de se dire, ben voilà, le taux de chômage est encore pas trop élevé en comparaison internationale, les entreprises, de manière itérative, font de la révolution 4.0 sans le savoir. Et quand je vous écoute, je me dis, mais on est plutôt dans une situation comparable à celle de la fin des années 70, début des années 80, qu'on a bien connu ici dans la région, à savoir le tsunami de la montre à quartz. Et ça a été une destruction rapide d'emplois, ça a été des disparitions d'entreprises, donc un changement beaucoup plus radical que ce qu'on croit percevoir dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on ne se trompe pas de film? Merci Alain pour la question. Moi, j'ai vécu les années 70 ici. J'ai vu comment une industrie qui avait, je dirais, une certaine arrogance, je m'excuse pour mes amis horlogers, mais à l'époque avait une certaine arrogance qui n'a pas du tout vu venir le tsunami, c'est le cas de le dire, qui venait du Japon à l'époque. Je pense qu'on a quand même entendu des choses un peu similaires avec la montre connectée il y a quelques années, mais ça, ce n'est pas mon souci. Mon souci, c'est que le tsunami de l'industrie 4.0, le fait que vous avez des plateformes qui sont tenues par des grands groupes qui ont des capacités d'investissement extrêmes, ce tsunami-là, il ne va pas juste toucher l'horlogerie, il peut toucher en fait tous les domaines industriels, mais aussi beaucoup de domaines des services. Okay? Et c'est ça qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Vous connaissez probablement les chiffres. Uber, c'est très bien, mais il y a 30% du chiffre d'affaires qui part tout droit à San Francisco. Vous prenez Airbnb, il y a 25% de ce que vous payez à la petite dame qui s'occupe du petit hôtel qui part en Californie. Donc il y a vraiment une transformation économique majeure parce que la façon de faire le business est complètement transformée par les plateformes. Et je pense qu'en Suisse, on est encore un tout petit peu naïf. Je pense qu'on peut rattraper rapidement parce qu'il y a une conscience et on a un niveau de formation et d'innovation qui est très très bon, mais il ne faut pas sous-estimer le danger auquel on fait front. On va prendre des questions de la salle, mais avant, question justement sur cette prise de conscience. Quand vous dites on commence à prendre conscience de l'importance de la situation, Daniel Borel disait c'est pas vrai, c'est si vrai que c'est si faux qu'il faudrait un 8e conseiller fédéral, c'était une forme de boutade, mais un 8e conseiller fédéral responsable de la numérisation. Tout ça pour dire que la prise de conscience, on n'en est qu'au début. Je ne veux pas être pessimiste, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience, il y a des groupes de travail, il y a l'initiative Digital Switzerland qui prend un envol intéressant, etc. J'aimerais simplement insister sur l'urgence, ça c'est un. Deux, sur la formation. L'autre jour, je regardais un cours online de Harvard qui s'appelle CS50, donc Computer Science 50. Harvard est une université, évidemment, d'élite, mais qui a la philosophie, l'histoire de l'art, etc. Et à Harvard, pratiquement tous les étudiants de première année prennent CS50. Maintenant, j'ai écrit une petite broutille dans votre publication, frère, le temps pour dire peut-être qu'il faut penser à introduire, pas l'informatique en disant il faut apprendre PowerPoint et Excel, mais la façon de penser les problèmes qui est générée par l'informatique omniprésente. Et je suis sûr que ça va encore prendre 3 générations pour que ça se passe. Et là, je pense qu'il y a vraiment urgence parce que c'est maintenant qu'il faut changer la façon qu'on forme les jeunes. Et parce que comme ça, on aura les talents pour ces révolutions-là. Autrement, on perd une génération et puis on va être mal. Des questions? Des questions? Voilà. Aujourd'hui, l'industriel qui veut aller dans le Big Data 4.0, qui se rend compte que l'avenir est là-dedans, si je vous entends, il n'est pas très bien loti parce que les écoles n'ont encore pas fait le pas. Les grands spécialistes sont en majorité aux États-Unis et sont phagocytés par quelques grands groupes. Donc, comment est-ce que nous, dans notre petit canton de Châtel, on peut atteindre l'excellence ou arriver à évoluer dans ce milieu-là sans avoir un soutien des écoles
comment aller chercher des ressources peut-être assez loin? Ça, c'est une très bonne question. Mais là, j'aimerais donner une touche d'optimisme. J'ai eu la chance, juste avant de venir ici, d'aller rendre visite à quelqu'un qui a fait ses études à l'EPFL dans les années 90 et qui a une entreprise qui s'appelle CloudBee, Sacha Labouret, il est quelque part dans la salle, et qui fait un job absolument exceptionnel. Okay? Et on a parlé de ces choses-là et on a dit, ce qui manque aujourd'hui, c'est tout un écosystème, pas juste de développeurs de software, de gens qui connaissent ce que c'est le business development, le product management, etc. Ce que vous trouvez très facilement aux États-Unis. Et donc, c'est là qu'on doit faire le travail, c'est qu'on doit comprendre que nous ne sommes plus dans l'industrie 3.0 ou whatever it was, mais on est dans une nouvelle industrie et on a besoin de ces talents, on a besoin de les mettre ensemble pour générer les emplois de demain. Alors, pour répondre à votre question sur le big data, je pense que c'est intéressant parce que dans le big data, d'une part, j'ai parlé de l'initiative des écoles polytechniques, donc il y a un truc qu'on a fait très vite parce qu'on a vu qu'on avait du retard, il fallait le rattraper, on s'est mis ensemble, on a obtenu des moyens au niveau des écoles polytechniques, et donc ça va être un service qui va aussi être utilisé par des gens au-delà des chercheurs, parce qu'il y aura des gens spécifiques pour certains domaines qui aideront des entreprises qui ont des problèmes de big data, ça c'en est un. Le deuxième, mais ça c'est ma marotte, c'est de dire faisons attention, il y a plein de grands groupes qui viennent vers vous, qui disent mais bien sûr on va vous aider avec le big data, mais en fait ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent prendre vos données et puis après vous êtes complètement dépendant. Right? Et ça je pense, là il y a aussi de la régulation, il y a aussi de la protection des données, là il y a des vraies questions de société, si on peut se permettre en fait d'être complètement dominé par des groupes qui finalement répondent seulement à leurs investisseurs de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça, je pense, là aussi, la politique doit entrer dans le jeu, parce que c'est absolument nécessaire de faire de l'avance. Ça a aussi à voir, évidemment, avec les services financiers. J'ai parlé de la personalized health, avec les histoires de confidentialité. Là, il y a vraiment un problème où la Suisse a quand même la chance de pouvoir avancer assez vite et puis d'avoir un système politique qui est quand même très pragmatique. Okay? Et là, j'espère qu'on fera les bons pas en avant. Mais alors, l'écosystème neuchâtelois dont on a beaucoup parlé avec voilà, ce film Vue du ciel, est-ce que c'est un écosystème qui est adapté aux nouveaux défis ou est-ce que c'est un écosystème qui est déjà dépassé ? Non, c'est un écosystème qui est très riche, avec beaucoup de talents, avec la présence, évidemment, j'allais dire de l'EPFL, mais je vais dire le XEM d'abord, right? Donc, on est quand même dans un environnement, la Suisse, je l'ai dit, Swiss Innovation Valley, c'est un mouchoir, hein, il faut voir la taille de la Suisse, ça se compare en fait à Silicon Valley, la Bay Area, right? Donc, il y a une concentration de talents, mais je reviens sur les risques. Si nos frontières sont fermées, eh bien, les talents dont on a besoin, ils ne viendront pas. Ce n'est pas juste qu'on n'arrivera pas à les attirer, c'est que notre réputation sera tellement mauvaise que ce sera très, très difficile. Donc, dans les domaines qui bougent très rapidement, il faut amener le talent, et souvent il est étranger, ou c'est la diaspora suisse, entre parenthèses. Il y a des gens fabuleux qui rentrent des États-Unis parce qu'ils ne veulent pas vivre sous Donald Trump, par exemple. Donc, il y a moyen de faire. Okay? Une toute dernière question, au fond. Monsieur ? Je vais vous apporter un micro, ce sera plus simple. Hop. Avant de poser ma question, j'aimerais rompre une lance. Je souhaite qu'on abolisse le terme de ressources humaines dans les définitions du personnel. Parce que ressources, c'est quelque chose qu'on exploite, parce que la ressource existe. Or, maintenant, on assiste bien à l'inverse, on exploite l'être humain. Et ça n'est pas la finalité qu'on voudrait vraiment. Ceci dit, ma question est un peu plus large. Je ne vais pas parler de Dieu parce que je ne suis pas croyant, mais dans le monde que vous l'annoncez, où sont les poètes, où sont les philosophes, où sont les écrivains, où sont les artistes? Ils vont disparaître, ou bien vous avez une solution, vous avez une... Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et j'ai la réponse. Il y a même deux réponses à la question. Non, la première, les deux sont très sérieuses, mais une est vraiment fondamentale. Vous avez demandé où sont les philosophes. Alors c'est intéressant parce que quand j'ai fini mes études au lycée ici, je voulais étudier la philosophie et les maths. Okay?
Et mon père m'a dit, c'est la crise horlogère, tu vas à Zurich étudier quelque chose de sérieux pour avoir un boulot. Et j'étais faire des études d'ingénieur. Okay. J'aurais peut-être été un piètre philosophe, j'arrive à survivre comme ingénieur, donc ça va. Maintenant, les philosophes ont un rôle fondamental à jouer, exactement dans la révolution 4.0. Vous prenez le problème de la voiture autonome. La voiture autonome a un bout de code quelque part qui doit décider, si vous avez 3 enfants qui jouent sur la route, s'il faut sortir de route et tuer le passager, ou tuer les 3 enfants qui jouent sur la route. C'était un paradoxe de philosophie pragmatique que les gens, ils écrivaient des papiers, etc. pendant des années. Maintenant, c'est le problème réel. Donc Google engage des philosophes, des sociologues, des psychologues, etc. Donc évidemment, la technologie est au service de la société. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que les gens qui sont dans ces domaines, des sciences humaines et sociales, trouvent vraiment des problèmes extrêmement pertinents sur lesquels travailler. Et on le voit aux États-Unis, on le voit un peu moins en Europe continentale, on le voit en Angleterre, où les philosophes, les sociologues sont très impliqués dans ces transformations de la société. Ça, c'est la réponse numéro 1. Les artistes, je vous invite à venir demain à l'EPFL, je crois que c'est demain, à l'inauguration de Art Lab. Art Lab est le dernier building de mon prédécesseur Patrick Ebichet, fabuleux building, très très beau, designé par Kengo Kuma, architecte japonais. Et ce building-là, il est exactement dédié à l'interface entre les arts et la science, entre les arts et la technologie. Et il y a des choses fabuleuses que vous pouvez voir dans ce building à partir de demain. Merci Martin Wetterli. Et merci monsieur.